Une infirmière est moquée tous les jours à l'hôpital, jusqu'au jour où un millionnaire arrive avec sa fille malade. Aucun médecin ne parvient à découvrir ce qu'elle a, mais lorsque l'infirmière pose un diagnostic, elle choque tout le monde avec sa découverte. Élise Arnaud traversait chaque matin les portes coulissantes du centre hospitalier de Lyon avec la même discrétion silencieuse que la brume qui s'accrochait aux pavés encore humides. Elle n'était ni en retard, ni en avance, toujours à l'heure, toujours à sa place. Personne ne levait les yeux quand elle entrait dans le vestiaire. Personne ne l'attendait. Elle rangeait son sac dans le casier numéro 37, boutonnait avec précision sa blouse immaculée, attachait ses cheveux bruns en un chignon serré et descendait à l'étage des soins pédiatriques. Depuis plus de 15 ans, Élise exerçait son métier d'infirmière avec une rigueur douce, presque maternelle. Elle connaissait chaque bip d'alarme, chaque variation de respiration, chaque nuance dans les pleurs d'un enfant. Et pourtant, aux yeux de la plupart de ses collègues, elle restait une silhouette en arrière-plan, invisible, trop âgée pour être à la mode, trop calme pour être remarquable, trop expérimentée pour poser des questions idiotes, mais pas assez diplômée pour être écoutée. Dans les couloirs, elle croisait les jeunes internes qui échangeaient des plaisanteries codées, souvent à son sujet. Encore la vieille Arnaud, avec ses méthodes d'un autre siècle, avait-elle surpris un jour. Dr Morel, le chef du service, ne lui adressait que des consignes brèves, jamais un mot de reconnaissance. Il faisait partie de ces hommes qui pensaient qu'une blouse blanche sans stéthoscope n'avait rien à dire. Les plus jeunes suivaient son exemple. Et pourtant, Élise observait. Elle observait tout. Le tremblement léger d'un doigt, l'ombre, sous les yeux d'un enfant, la crispation d'une mâchoire, l'oubli d'un médicament. Elle notait dans son carnet personnel des détails qui ne figuraient dans aucun dossier médical. Elle posait des questions aux familles avec délicatesse. Elle parlait doucement aux enfants, leur murmurant des histoires inventées pour les rassurer pendant les piqûres ou les examens. Ce matin-là, comme tous les autres, Élise entra dans la salle de repos avant le début de son service. 3 infirmières riaient autour d'un café tiède en commentant les publications Instagram du nouveau kiné. À son arrivée, le silence s'installa quelques secondes, puis reprit comme si elle n'avait pas été là. Elle ne disait rien. Elle n'avait pas besoin de se faire entendre pour faire son travail. Mais parfois, dans les couloirs vides, elle se demandait ce qu'il lui fallait faire pour exister aux yeux de ceux qu'elle côtoyait chaque jour. La routine était bien huilée. Le matin, soins et bilans. L'après-midi, accompagnement des enfants aux examens, gestion des visites. Et toujours, ce regard distant de ses collègues. Comme si, malgré sa blouse propre et ses gestes sûrs, elle ne faisait que passer. Elle se souvenait des jours où elle rêvait de devenir médecin. Mais les circonstances familiales, le décès de sa mère pendant ses études, l'avaient forcée à interrompre son cursus. Elle s'était tournée vers le soin immédiat, celui du corps, celui du cœur. Un petit garçon, Théo, 4 ans, hospitalisé depuis 2 semaines pour une infection pulmonaire, la vit entrer dans sa chambre et tendit les bras sans attendre. Élise le souleva, sentit sa fièvre diminuer légèrement. « Tu es fort aujourd'hui », murmura-t-elle. Il sourit en réponse. C'était pour ces instants-là qu'elle tenait bon. Ces fragments d'humanité pure, ces liens silencieux tissés au fil des jours. Mais derrière elle, au poste de soins, Dr Morel faisait déjà grimacer les plus jeunes avec son humour sec. Arnaud, encore dans sa posture de Sainte Marie, elle devrait peut-être penser à la retraite. Rires étouffés. Élise ne réagit pas. Elle se pencha sur le dossier de Théo, corrigea une erreur de dosage prescrite à la hâte par un interne trop pressé, et nota l'ajustement sans réclamer de crédit. Ce jour-là, personne ne se doutait encore que cette même infirmière invisible allait, en quelques jours, bouleverser l'ordre établi du service. Que son œil attentif, son calme, inébranlable, et sa mémoire précise allaient de faire d'elle la seule capable de sauver une vie que tous pensaient perdue. Pour l'instant, elle était juste Élise, celle qu'on ne voit pas, celle qu'on oublie de remercier, mais qui en silence veillait sur tous. Le ciel de Lyon était couvert ce jour-là, gris uniforme, comme suspendu au-dessus du centre hospitalier. Une matinée quelconque s'étirait paresseusement dans les couloirs du service pédiatrique. Élise venait de finir d'installer un cathéter sur un nourrisson lorsqu'un bourdonnement sourd et progressif fit vibrer les vitres. Elle releva instinctivement les yeux vers les fenêtres. Ce n'était pas un orage, c'était plus mécanique, plus pressant.
En quelques secondes, les conversations s'arrêtèrent dans la salle de soins. Le bruit s'intensifiait, devenait plus clair, plus inquiétant. Les infirmiers, les aides-soignants, les internes commencèrent à sortir dans le couloir. Au loin, sur le toit, le bruit du rotor d'un hélicoptère se fit entendre, plus violent que d'habitude. Élise, curieuse mais prudente, rejoignit la baie vitrée qui donnait sur l'aire d'atterrissage. L'appareil était noir, lisse, sobre. Il ne portait ni le logo du SAMU ni celui d'aucun organisme d'État. En revanche, à peine les hélices ralentirent-elles que la porte latérale s'ouvrit avec brutalité. Un homme en costume sombre, visiblement affolé, descendit précipitamment, emportant dans ses bras une petite fille inerte. Il ne fallut pas plus de 30 secondes pour que la nouvelle se répande dans tout l'établissement. « Monsieur Lambert, c'est lui, je le reconnais, le PDG du groupe Lambert Industries », souffla une secrétaire, les yeux agrandis par la surprise. Son arrivée transforma l'hôpital en ruche désorganisée. Il ne fallut qu'un appel pour que le service de réanimation pédiatrique soit mis en alerte maximale. Une équipe fut réunie à la hâte et Élise, bien qu'écartée des décisions, décida d'observer discrètement la scène depuis le fond du couloir. La petite fille, Camille, avait environ 7 ans. Son visage était pâle comme la porcelaine, ses paupières à demi closes, ses lèvres bleuies. Les médecins s'agitèrent autour d'elle, commandant électrocardiogramme, scanner, analyse sanguine. Monsieur Lambert, le regard dur, refusa de quitter la salle, sa main crispée sur celle de sa fille. Dr Morel arriva à grandes enjambées, déjà en colère contre le chaos ambiant. Il serra brièvement la main de Lambert et demanda les antécédents médicaux de l'enfant. Aucun. Selon le père, Camille s'était simplement évanouie 3 jours plus tôt, après avoir souffert de migraines, de nausées et d'une soudaine fatigue musculaire. Depuis, son état s'était dégradé brutalement, et aucun des établissements privés consultés n'avait été en mesure d'expliquer son état. Lambert, désespéré, avait fini par exiger un transfert d'urgence vers le centre hospitalier de Lyon, espérant y trouver les réponses qu'il ne trouvait nulle part ailleurs. Le staff médical entier s'activa dans une chorégraphie tendue. IRM, ponction lombaire, bilan neurologique. Les heures passèrent et l'enfant restait dans le même état, inconsciente, respirant faiblement, avec des signes vitaux déclinants. Aucun organe ne semblait atteint de manière isolée, et pourtant, tout semblait faillir en même temps. Les visages des médecins, habituellement confiants, affichaient maintenant une incertitude visible. Élise, affectée ce jour-là à l'étage inférieur, fit tout pour se rendre utile sans interférer. Elle s'occupa d'un patient diabétique, vérifia la perfusion d'un nourrisson, et tout en travaillant tendait l'oreille. Elle entendit parler d'hypothèses multiples, encéphalite virale, troubles métaboliques rares, infection bactérienne. Atypique, rien ne collait tout à fait. Les examens étaient normaux, les cultures ne révélaient rien. Le mystère s'épaississait. Ce soir-là, le personnel rentrait chez lui plus tard que d'habitude. Seuls restaient ceux de garde et quelques âmes volontaires. Élise décida de rester un peu plus sous prétexte d'aider à la gestion du matériel. En réalité, elle sentait que quelque chose d'inhabituel se passait. Elle croisa Dr Morel, dans un couloir, qui passa devant elle sans même un regard. Il parlait à voix basse avec 2 autres médecins. « Je veux un autre scanner demain à l'aube. On doit passer en revue tous les diagnostics différentiels. » Pendant ce temps, dans la chambre d'isolement où Camille avait été placée, M. Lambert ne bougeait pas. Il refusait de manger, de parler, de quitter son siège. Il restait là, les yeux rouges, la main posée sur le drap. Il ne ressemblait plus à l'homme d'affaires impérieux qu'on voyait dans les journaux économiques. Là, c'était juste un père au bord du gouffre. Le lendemain, les examens reprirent à la première heure. Élise, comme à son habitude, arriva avant le lever du jour. Elle jeta un regard à travers la petite vitre qui donnait sur la chambre de Camille. Rien n'avait changé. La même pâleur, la même inertie. Elle consulta le dernier bulletin clinique accroché à la porte. Toujours aucune évolution. Les traitements symptomatiques avaient été administrés mais sans résultat notable. C'était comme si le corps de l'enfant refusait simplement de se battre. Quand Élise redescendit à la salle de soins, elle entendit de nouveau les mêmes rumeurs flotter, que même les plus grands professeurs de médecine du pays avaient été consultés par téléphone, que certains parlaient d'un empoisonnement, d'autres d'un trouble mitochondrial extrêmement rare. Mais aucune des théories
ne survivait plus de quelques heures. L'atmosphère de l'hôpital avait changé. Le personnel, d'ordinaire habitué aux urgences, paraissait nerveux. Il y avait une pression latente dans chaque regard, chaque geste. L'arrivée de M. Lambert et l'échec de tous à poser un diagnostic créaient une tension inédite. Des réunions s'improvisaient, des analyses étaient commandées dans l'urgence. Personne ne voulait être celui qui échouerait. Mais plus les heures passaient, plus l'impasse se confirmait. Et Élise, en silence, regardait les pièces du puzzle s'accumuler sans qu'aucune ne s'imbrique. Elle observait les détails, notait mentalement les moindres signes, la position du corps de l'enfant, les variations de température entre les examens, la moindre réaction musculaire. Un détail la perturbait, mais elle ne savait pas encore lequel. Pas encore. Le silence, qui régnait dans la salle de conférence du 3e étage, ne ressemblait à aucun autre. C'était un silence épais, coupé seulement par le bruissement des feuilles que l'on feuilletait nerveusement, des clics de stylo, des soupirs inaudibles. Les meilleurs spécialistes de la région Rhône-Alpes étaient là, alignés autour de la table en U. Tous avaient été convoqués d'urgence par Dr Morel pour discuter du cas de Camille Lambert. Neurologues, infectiologues, pédiatres de renom, chacun avait reçu le dossier de la fillette quelques heures plus tôt, mais aucun n'était parvenu à formuler une hypothèse crédible. Sur un écran projeté au mur s'affichaient les derniers. Examens, scanners cérébraux, électroencéphalogramme, analyse métabolique, tous normaux, ou presque. Juste des signes de ralentissement général des fonctions vitales, comme si le corps s'était mis à s'éteindre doucement, sans cause visible. Les constantes cliniques ne montraient ni infection active, ni lésion neurologique identifiable. Mais la petite restait inconsciente, insensible à tout stimulus comme plongée dans un sommeil sans fin. Dr Morel, debout près de l'écran, fit défiler les résultats un à un d'un geste sec. Il gardait une expression impassible, mais ses tempes moites et son ton trahissaient une tension inhabituelle. Il questionna chaque expert tour à tour. Aucun ne put lui donner ce qu'il attendait. L'un évoqua un trouble auto-immun rare, mais le dosage des anticorps spécifiques était négatif. Un autre parla d'une encéphalopathie mitochondriale, mais la biologie cellulaire ne montrait aucune anomalie. Une infectiologue proposa un virus tropical, mais Camille n'avait pas voyagé hors d'Europe. Lorsque Dr Morel annonça que même l'équipe du CHU de Paris, consultée à distance, n'avait trouvé aucune piste, un murmure de malaise parcourut la pièce. M. Lambert, resté à l'extérieur, patientait dans un autre silence, celui de l'angoisse absolue. Il avait accepté que les experts se réunissent sans lui pour préserver leur concentration, mais exigeait une réponse d'ici la fin de la journée. Personne n'osait le rejoindre pour lui dire que cette réponse n'existait pas encore. Pendant ce temps, Élise poursuivait son service comme à son habitude. Elle avait suivi de loin le ballet des médecins, les allées et venues fébriles dans les couloirs, les discussions à voix basse près de la salle d'observation. Elle avait croisé Camille à plusieurs reprises durant les soins, chaque fois frappée par la finesse de ses traits, la fragilité de ses mains inertes. Elle notait des détails que personne ne relevait. Une variation de température sur la peau du bras gauche, un léger spasme au niveau des doigts, des paupières qui frémissaient à peine lors de certains sons aigus. Elle n'était pas spécialiste, elle le savait. Mais quelque chose en elle refusait de croire que tout cela n'avait aucune explication. Ce soir-là, l'hôpital avait des allures de cathédrale vide. Les visiteurs étaient repartis, les couloirs éclairés par des néons pâles. Élise, en fin de journée, se rendit discrètement à la cafétéria, où elle croisa Baptiste, un pharmacien vétéran du service, en train de remplir des registres. Il leva les yeux et lui fit un petit signe de tête. C'était l'un des rares à la saluer encore avec respect. Ils échangèrent quelques mots sur l'affaire Camille, à voix basse. Baptiste fronça les sourcils. « C'est comme si on essayait de soigner une ombre, Élise. On ne peut rien traiter sans savoir ce qu'elle a. Et ça les tue. » Elle hocha la tête, puis retourna discrètement vers l'aile où reposait Camille. Elle s'approcha sans faire de bruit, regardant à travers la vitre. La lumière était tamisée. Monsieur Lambert n'était pas là pour la première fois depuis l'arrivée de sa fille. Peut-être avait-il été contraint de se reposer. La petite était seule, branchée à plusieurs appareils de surveillance. Sa poitrine se soulevait, doucement, mais tout dans sa posture semblait figé. Élise entra doucement.
Elle resta quelques minutes près du lit, sans parler. Elle observa la courbe de ses ongles, très légèrement violacés. Elle nota une asymétrie dans la position des jambes. Elle vérifia les dernières constantes sur le moniteur. Une idée floue traversa son esprit, mais elle ne put encore l'attraper clairement. Quelque chose clochait, pas dans les résultats, dans l'interprétation qu'on en faisait. Mais, pour l'instant, elle n'avait pas le droit de parler. Le lendemain matin, une réunion de crise fut convoquée par la direction. Dr Morel annonça officiellement l'échec collectif à établir un diagnostic. Monsieur Lambert fut informé de la situation. Son visage se ferma comme une porte d'acier. Il n'éleva pas la voix, ne pleura pas. Il remercia simplement les équipes pour leur engagement, puis demanda à rester seul avec sa fille pendant un moment. Dans les heures qui suivirent, les médecins commencèrent à se replier sur eux-mêmes. Chacun s'enferma dans son bureau, relisant les mêmes documents, espérant voir surgir une évidence qui leur avait échappé. Des tensions naquirent. Certains se renvoyaient à la faute, d'autres évoquaient la complexité du cas pour justifier leur impuissance. Le service tout entier vivait sous pression. Le silence des experts était devenu un aveu. Élise, elle, poursuivait ses observations. Elle avait recopié à la main certains extraits du dossier de Camille, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Des données qu'elle relisait comparaient à ses propres souvenirs, à des cas rares qu'elle avait étudiés dans le passé. Une image floue se dessinait lentement, une sensation familière qu'elle ne parvenait pas à nommer, mais qui revenait insister au creux de son esprit. Dans ce climat d'échec et de désespoir, personne ne se rendait compte que la solution pourrait venir d'un autre regard, d'une voix qu'on n'écoutait jamais, une voix discrète mais patiente, une voix qui n'allait pas tarder à briser le silence. Le 4e jour après l'arrivée de Camille, l'hôpital semblait suspendu dans une attente épuisante. Le silence pesait davantage à mesure que les espoirs fondaient. Les experts se montraient de moins en moins présents. Certains se taisaient, d'autres s'enfermaient dans leurs analyses sans fin, cherchant à préserver leur réputation dans l'échec collectif. Dr Morel, lui, gardait l'apparence du contrôle, mais ses gestes trahissaient une nervosité croissante. Il passait d'une salle à l'autre sans s'arrêter, feuilletant les mêmes dossiers, comme si une solution allait y apparaître par miracle. Le personnel médical, surchargé et mal à l'aise, suivait ses ordres sans discuter. Tous, sauf Élise. Depuis 2 jours, Élise surveillait discrètement les réactions corporelles de Camille. Aucun des médecins ne prenait le temps de passer plus de quelques minutes au chevet de l'enfant. Elle, au contraire, y restait le plus longtemps possible, attentive aux plus infimes signes. Ce matin-là, en changeant le pansement du cathéter central, elle remarqua quelque chose de presque imperceptible. Une secousse légère au niveau du bras gauche, une contraction musculaire qui ne ressemblait pas à un réflexe classique. Elle observa plus longtemps et constata que la respiration de Camille s'interrompait par moments, de façon irrégulière, comme si un mécanisme intérieur faiblissait progressivement. Elle nota tous ces éléments dans son carnet personnel, y ajoutant une annotation marginale, presque hésitante. Trouble neurotoxique possible? Syndrome rare? À vérifier. Elle n'était pas sûre, bien sûr. Elle ne pouvait pas l'être. Mais son instinct lui murmurait que cette piste ne devait pas être ignorée. Plus tard dans la journée, Élise prit une décision qu'elle savait risquer. Elle monta au bureau de Dr Morel et demanda à le voir. Son assistante, surprise de cette audace inhabituelle, hésita, puis la fit entrer. Le médecin la regarda, d'abord sans vraiment la voir, puis fronça les sourcils. « Que puis-je pour vous, Arnaud ?» demanda-t-il d'un ton pressé. Élise prit une inspiration lente. « Je viens vous faire part d'une observation concernant Camille Lambert. Il me semble que certains signes pourraient indiquer une atteinte neurologique liée à une intoxication. Une forme rare, peut-être d'origine végétale ou environnementale. J'ai observé un tremblement spécifique et des troubles respiratoires périodiques. » Dr Morel la coupa d'un geste net. « Vous pensez qu'après tout ce que nous avons examiné, après les dizaines de diagnostics envisagés, ce serait une infirmière qui aurait trouvé ce que nous avons tous manqué ?» Élise soutint son regard sans ciller. « Je ne prétends rien. Je vous dis ce que j'ai vu. » Il poussa un soupir agacé et se leva de son siège. « Ce que vous avez vu n'est pas dans vos fonctions. Je vous rappelle que vous êtes ici pour assister les soins, pas pour établir des diagnostics. Vos hypothèses n'ont aucune valeur scientifique tant qu'elles ne sont pas validées par un médecin compétent.
et je vous demanderai de vous en tenir à vos responsabilités. C'est clair ?» Elle ne répondit pas immédiatement. Elle savait qu'insister serait inutile, mais elle ne regretta pas d'avoir parlé. Avant de quitter la pièce, elle se contenta de dire calmement « Très bien, mais ne rejetez pas ce que vous ne comprenez pas encore. » Elle referma la porte derrière elle en silence. Dans le couloir, les bruits du service semblaient avoir changé de ton. Les voix étaient plus tendues, les pas plus rapides. Camille avait eu un nouvel épisode d'hypoventilation. La situation empirait. Élise retourna à son poste, le cœur lourd, mais l'esprit en éveil. Elle ne pouvait pas forcer les autres à l'écouter, mais elle pouvait continuer à observer, à chercher, à recouper les informations que les autres ignoraient ou jugeaient sans intérêt. En fin d'après-midi, alors qu'elle consultait à nouveau les documents de l'enfant, une infirmière plus jeune s'approcha d'elle à voix basse. « Tu leur as vraiment parlé de ta théorie ?» demanda-t-elle. Élise hocha la tête, sans fierté ni colère. « Je leur ai dit ce que j'avais vu, rien de plus. » La jeune femme la regarda, hésita, puis ajouta « Tu sais, on se moque souvent de toi, mais je t'ai vu rester à côté d'elle plus longtemps que n'importe qui. Je crois que tu devrais continuer. » Ce fut un instant fugace, mais il redonna à Élise une parcelle d'énergie. Elle décida de revoir l'ensemble du dossier médical de Camille, cette fois avec un œil différent. Elle nota les dates, les lieux, les réactions, les traitements. Un schéma commençait à émerger lentement, une logique invisible derrière les symptômes. Elle se souvint alors d'un cas étudié dans un module ancien, lorsqu'elle préparait son diplôme d'infirmière. Un syndrome lié à une plante toxique, rarement documenté en milieu hospitalier, mais qui présentait des similitudes inquiétantes avec le cas actuel. Troubles neurologiques progressifs, épisodes de paralysie, ralentissement des fonctions, vitales sans atteinte organique visible. Elle nota un mot dans son carnet, datura. Le mot semblait sortir de nulle part, et pourtant, il la hantait depuis plusieurs heures. Elle ne savait pas encore si c'était la bonne piste, mais elle se promit de la suivre jusqu'au bout. Le savoir, même fragmentaire, pouvait sauver cet enfant. Et si personne ne voulait l'écouter, alors elle trouverait un autre moyen d'agir. Ce soir-là, Élise resta bien après la fin de son service. Dans le silence des couloirs désertés, elle recopia à la main plusieurs passages du guide des plantes toxiques qu'elle avait conservé chez elle, numérisé il y a des années. Chaque description renforçait son intuition. Hallucinations, tremblements, détresse respiratoire, coma. Camille présentait les symptômes d'un empoisonnement. Et si la source était une plante comme la datura, alors le temps jouait contre. Elle termina ses notes, rangea ses feuilles dans une enveloppe et décida de retourner voir M. Lambert. Demain, elle allait lui poser des questions, pas en tant qu'infirmière, en tant que femme qui refusait de voir mourir une enfant sous les regards impuissants de ceux qui avaient oublié d'écouter. Le matin s'était levé sans lumière véritable sur Lyon, une brume froide enveloppant les toits et les trottoirs, de la ville comme un voile de coton épais. À l'hôpital, le silence matinal était brisé seulement par le bruit discret des machines et les pas mesurés du personnel qui entamait un nouveau jour d'incertitude. Camille restait inconsciente, enfermée dans cet état de demi-vie qui échappait à toute logique médicale. Élise arriva 1 heure plus tôt que prévu, le visage tiré, les paupières lourdes, mais l'esprit agité d'une énergie nouvelle. Elle tenait entre ses mains l'enveloppe contenant ses notes, ses observations, ses hypothèses, et un mot qui ne cessait de revenir en boucle dans son esprit, datura. Elle attendit patiemment que M. Lambert sorte de la chambre de sa fille, ce qu'il faisait rarement. Ce jour-là, il quitta la pièce brièvement pour recevoir un appel urgent dans le couloir. Élise s'approcha doucement, sans précipitation. Il la remarqua, la fixa un instant, puis hocha la tête, comme s'il savait qu'elle n'était pas là pour une formalité. « Puis-je vous parler quelques minutes ?» demanda-t-elle, la voix basse mais ferme. Il acquiesça, visiblement épuisé. Ils s'éloignèrent de la chambre et elle lui tendit l'enveloppe. « J'ai fait mes propres recherches, » dit-elle. « Je sais que je ne suis pas médecin, mais j'ai remarqué certains signes. Ils correspondent à une intoxication rare provoquée par une plante appelée datura. C'est une piste que personne n'a encore envisagée, je crois. » Monsieur Lambert fronça les sourcils. Il ouvrit l'enveloppe, parcourut rapidement les feuilles manuscrites, les articles imprimés, les extraits d'ouvrages de toxicologie. Puis il leva les yeux vers elle, confus. « La datura ? Jamais entendu parler.
Vous pensez qu'elle aurait été empoisonnée? Comment? Élise choisit ses mots avec soin. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans le dossier. Une mention d'un voyage récent dans le sud de la France. Un simple détail que personne n'a jugé important. Je voulais vous demander, Camille aurait-elle été en contact avec des plantes dans un jardin, une propriété, un endroit naturel? Il resta silencieux un moment, puis se frotta le front. Oui, nous avons passé un week-end dans une vieille maison de campagne près de Grignan. Il y avait un grand jardin. Camille jouait souvent dehors. Elle cueillait des fleurs, faisait des bouquets. Pourquoi? Le datura pousse parfois dans les jardins non entretenus. C'est une plante belle mais toxique, très toxique. Chez les enfants, le simple contact peut suffire à provoquer des troubles graves. Si elle a porté ses doigts à la bouche après avoir touché une de ces fleurs, cela pourrait expliquer les symptômes. Lambert resta pétrifié. Son regard devint vitreux, comme s'il revivait chaque instant de ce séjour, cherchant dans sa mémoire un moment précis où tout aurait basculé. Mon Dieu, elle avait ramené un bouquet dans sa chambre. Je me souviens maintenant. Des fleurs blanches, un peu en cloche. Elle en était fière. Élise ne dit rien. Elle savait. Ce souvenir, cette petite anecdote, était peut-être la clé, mais elle savait aussi que son rôle s'arrêtait là. Sans l'appui d'un médecin, ses hypothèses resteraient lettre morte. Lambert releva les yeux, une tension nouvelle dans les traits. « Que dois-je faire » demanda-t-il. « Demandez une réévaluation du dossier, avec cette hypothèse en tête, par vous. Ils ne peuvent pas ignorer un signal d'alerte venant de vous. » Il hocha la tête, puis partit immédiatement vers le bureau de Dr Morel. Pendant ce temps, Élise retourna à ses tâches quotidiennes, la tête lourde, le cœur battant. Elle ignorait ce que Morel ferait de l'information. Peut-être l'écarterait-il, encore une fois, mais au moins, cette fois, la piste avait été posée sur la table, avec l'autorité d'un père désespéré. En fin de matinée, la rumeur d'un nouveau briefing circula dans les couloirs. Une réunion imprévue avait été convoquée après la visite de Lambert à la direction. Élise ne fut pas conviée, mais elle se posta discrètement près de la salle, écoutant à travers les murs. Elle entendit le ton élevé de Morel, son agacement, puis le silence tendu des autres médecins. Elle comprit que le vent tournait. Plus tard, un des internes sortit de la salle et croisa Élise. Il s'arrêta, surpris de la voir là, puis baissa les yeux. « Ils vont vérifier », murmura-t-il. « Ta piste. Ils ne savent pas encore s'ils vont en parler, mais ils vont la vérifier. » Elle ne répondit pas. Elle retourna vers la chambre de Camille, s'assit un moment sur une chaise près du lit, observant le visage de l'enfant. Elle se souvenait des enfants qu'elle avait soignés autrefois, des cas rares, des erreurs évitées de justesse. Elle avait toujours eu ce don, voir ce que les autres ne voyaient pas. Mais jamais auparavant ce don n'avait porté un tel poids. À la fin de la journée, Dr Morel l'appela dans son bureau. Pour la première fois, il avait un dossier dans les mains qu'il tenait comme une arme. Il ne s'assit pas. « Monsieur, Lambert nous a rapporté une hypothèse que vous lui avez suggérée, dit-il. Intoxication au datura, une possibilité que nous allons explorer. Je vous demande désormais de ne plus intervenir auprès des familles, ni de formuler d'hypothèses médicales. Ce n'est pas votre rôle. » Élise, debout, droite, soutint son regard. « Je me suis contenté d'écouter ce que personne ne voulait entendre. Je ne me suis jamais écarté de mon devoir, protéger une vie. » Il ne répondit pas. Elle sortit et cette fois, elle n'éprouva ni colère ni humiliation, seulement la certitude tranquille d'avoir fait ce qu'il fallait. La nuit suivante, Camille eut une nouvelle crise respiratoire. Son état devenait critique. Mais cette fois, les médecins avaient une direction. Une plante oubliée, un souvenir enfoui, un geste simple qui pourrait tout changer. Et derrière cette révélation, une infirmière qu'ils avaient ignorée. Au matin du 5e jour, l'atmosphère de l'hôpital était devenue presque irrespirable. Les visages se fermaient, les gestes devenaient mécaniques, les mots échangés entre membres du personnel se limitaient à l'essentiel. L'affaire Camille Lambert planait sur chaque étage comme une ombre qu'aucune lumière ne parvenait à dissiper. La tension ne se lisait pas uniquement dans les traits fatigués des soignants ou dans les regards fuyants des internes, mais aussi dans les décisions prises dans l'urgence, dans les réunions imprévues, dans les silences prolongés entre deux résultats d'analyse. Plus aucun des médecins présents ne feignait de savoir où ils allaient. Le consensus tacite de la veille était devenu une angoisse collective. La petite allait mourir si rien ne changeait. Peu avant 10 heures,
une alarme retentit dans l'aile pédiatrique. Élise, qui terminait la pose d'un pansement sur un nourrisson, lâcha instinctivement ses instruments et courut en direction de la chambre de Camille. Elle fut la première à franchir la porte, juste derrière une aide-soignante affolée. Ce qu'elle vit figea le temps. Le corps de la fillette convulsait par vagues rapides et chaotiques. Ses bras se tordaient sous des spasmes violents, sa bouche ouverte ne laissait plus passer l'air. Ses yeux révulsés témoignaient d'un état critique. Une infirmière connecta l'oxygène en urgence pendant qu'un médecin accourait. Camille faisait une crise sévère. L'électrocardiogramme affichait des irrégularités inquiétantes. L'encéphalogramme enregistrait des pics nerveux désordonnés. M. Lambert, alerté en quelques secondes, entra précipitamment et vit sa fille secouée sur le lit médicalisé, maintenue par 3 personnes. Il tenta de s'approcher, mais fut retenu par une infirmière. Ses traits se déformèrent, sous la douleur. Ce n'était plus un père en colère, ni un homme riche et influent. C'était un homme au bord du gouffre qui regardait sa fille s'éteindre dans l'impuissance totale. La crise dura plusieurs longues minutes. Une éternité pour ceux qui tentèrent de stabiliser l'enfant. Lorsqu'enfin les spasmes cessèrent, Camille resta inerte, son visage vidé de toute couleur. Son rythme cardiaque était devenu si faible qu'un médecin hésita à initier une ventilation assistée complète. On décida alors de la transférer en unité de soins intensifs pédiatriques. Le transport se fit en silence, sous le regard pétrifié de Lambert, qu'Élise dut guider elle-même jusqu'à l'ascenseur tant il vacillait. À la zippe, les machines se mirent à entourer la petite comme un cocon technologique. Des câbles, des sondes, des moniteurs clignotants. Tout ce que la médecine moderne avait de plus avancé fut déployé en quelques minutes. Et pourtant, une phrase revenait dans toutes les bouches, « On ne sait toujours pas ». Ce vide diagnostique rendait chaque geste plus incertain, chaque décision plus risquée. Dans l'après-midi, une réunion exceptionnelle fut organisée par la direction. Les médecins étaient divisés. Certains proposaient de maintenir Camille dans un coma artificiel, espérant que cela réduise l'activité neurologique et limite les dommages. D'autres s'y opposaient, arguant que sans comprendre l'origine de la crise, un coma prolongé risquait d'aggraver son état. Les voix s'élevaient, les arguments s'opposaient, mais tous avaient en commun cette même faille. Aucun n'avait de certitude. Élise, bien qu'absente de la salle, était au courant des débats. Des collègues compatissants lui rapportaient les discussions en cours, murmurées à la cafétéria ou dans les couloirs. Elle comprit que l'impasse persistait, malgré la piste du datura. Il fallait aller plus loin. Elle décida alors de faire ce qu'elle n'avait encore jamais osé, affronter directement le père. En fin de journée, elle se présenta devant la porte de l'unité de réanimation. M. Lambert était assis seul, le visage entre les mains. Il releva la tête en l'apercevant. Elle entra sans demander et s'assit en face de lui. « Monsieur Lambert, je vais être franche, » commença-t-elle. « Je crois que nous n'avons plus le luxe de la prudence. Si votre fille a été en contact avec une plante toxique, il nous faut le confirmer immédiatement. Aucun médecin ici n'a encore demandé d'analyse environnementale. Mais vous pouvez faire bouger les choses. » Il la fixa sans comprendre. « Analyse environnementale ? Des échantillons, du sol, des plantes de la maison où vous étiez. Il faut faire venir quelqu'un sur place, recueillir tout ce qui pourrait confirmer l'intoxication. Le datura n'est pas toujours détectable. Dans les analyses sanguines classiques, si elle a touché une variété spécifique, ça pourrait échapper aux examens habituels. » Il acquiesça lentement, l'esprit embrumé. « Très bien, j'enverrai une équipe immédiatement. Je connais quelqu'un dans les services de biologie végétale. Ils peuvent se rendre sur place ce soir. » Élise sentit une légère détente en elle. Elle venait de relancer la course contre la montre. Quelques heures plus tard, Lambert confirma que l'équipe s'était rendue dans la propriété. Ils avaient trouvé plusieurs plants suspects dans le jardin, dont certains identifiés comme appartenant à la famille des Solanacées, à laquelle appartient justement le datura. Des échantillons avaient été prélevés et envoyés au laboratoire du CHU de Montpellier, spécialisé en toxicologie végétale. Pendant ce temps, Camille oscillait entre vie et mort. Les médecins décidèrent de ne pas la plonger dans le coma tant que les résultats n'étaient pas là. L'état de la fillette restait critique. Chaque heure passée sans nouvelles empirait les pronostics. Les machines bipaient sans répit. Élise, malgré les recommandations de la direction, restait près d'elle dès qu'elle le pouvait, la main posée sur la sienne.
murmurant des mots que personne d'autre n'entendait. Dans la nuit, un message urgent fut transféré au bureau du directeur médical. Les échantillons analysés à Montpellier confirmèrent la présence de Datura stramonium, une variété particulièrement toxique présente sur plusieurs parties du terrain. Les feuilles contenaient une concentration d'alcaloïdes trop élevée pour être anodin. La possibilité d'un empoisonnement involontaire par contact était désormais scientifiquement établie. La nouvelle circula comme une onde de choc dans l'hôpital. Pour la première fois, il y avait un nom, une cause, une cible. Et cette cible n'avait été repérée ni par les analyses sanguines, ni par les examens cliniques, mais par la vigilance d'une infirmière que personne n'écoutait. Le sentiment de honte silencieuse s'insinua dans l'esprit de plusieurs médecins. Dr Morel, pourtant toujours maître de ses émotions, fut vu en train de relire le rapport de toxicologie 3 fois de suite, les sourcils froncés, sans un mot. Une nouvelle décision fut prise, tester un protocole de traitement basé sur des anticholinergiques spécifiques, utilisés dans de rares cas d'intoxication à la datura. Ce traitement peu courant en pédiatrie nécessitait l'approbation de la direction hospitalière et l'autorisation expresse du père. Lambert, sans hésiter, signa les papiers. Il ne restait plus qu'à préparer le traitement. Et Élise, depuis l'ombre où on l'avait cantonnée depuis tant d'années, était désormais la seule à avoir vu ce que tous avaient refusé de regarder. Lorsque le matin se leva sur l'hôpital, la lumière ne chasse pas la peur. Elle ne fait que l'éclairer. Camille est toujours en soins intensifs, maintenue en vie par un assemblage de machines et de protocoles. Autour d'elle, l'équipe médicale s'active avec une prudence méticuleuse, comme si chaque geste pouvait tout faire basculer. Les résultats en provenance de Montpellier sont clairs, indiscutables. Le datura est bien à l'origine de l'état critique de la fillette. Pourtant, même avec la cause identifiée, le doute plane. Le traitement envisagé reste une zone grise. Peu documentée chez l'enfant, il pourrait sauver Camille ou précipiter un déclin irréversible. Élise ne quitte plus l'aile des soins intensifs. Officiellement, elle n'a rien à y faire. Officieusement, tout le monde a compris qu'elle est celle qui a tenu le fil quand tous l'avaient perdue. Elle ne cherche ni validation ni reconnaissance. Elle veut des réponses, un engagement clair, une action ferme. Elle ne peut plus se contenter de simples suppositions ou d'ordres qu'on lui intime de suivre sans discuter. Et surtout, elle sait que la seule personne capable de faire plier la direction de l'hôpital dans cette situation, c'est celui qui porte le nom et le pouvoir, Monsieur Lambert. Elle le trouve ce matin-là, assis dans un fauteuil près de la chambre vitrée de sa fille. Il n'a pas dormi. Les traits tirés, les cernes creusées, la barbe naissante sur son visage en disent plus que n'importe quel mot. Élise s'approche, se poste devant lui. Elle ne s'excuse pas. Elle ne demande pas la permission. Elle commence à parler. « Je ne suis pas médecin, Monsieur Lambert. Je ne vous apprendrai rien. Mais j'ai étudié le dossier de votre fille. J'ai écouté ce que personne n'écoutait. Et aujourd'hui, vous avez entre vos mains le pouvoir de décider ce que l'hôpital n'ose pas. » Il lève les yeux vers elle, fatigué mais attentif. « On me dit que c'est risqué, que le traitement peut avoir des effets secondaires, qu'on ne sait pas s'il fonctionnera. » Élise hoche la tête. « C'est vrai. Il y a des risques. Mais combien de temps encore pouvons-nous attendre? Chaque heure qui passe aggrave son état. Si vous laissez les comités réfléchir encore, ce sera trop tard. Vous devez leur ordonner d'agir. » Lambert se lève lentement, inspirant profondément. « Vous me demandez de prendre une décision que même les plus grands spécialistes refusent d'assumer? »« Non, » répond Élise. « Je vous demande de sauver votre fille. » Un silence tombe entre eux, long, douloureux. Puis Lambert, lentement, passe une main sur son visage. Quand il la retire, son expression a changé. Elle est plus déterminée, plus tranchante. Il ne dit rien d'autre. Il tourne les talons et se dirige droit vers le bureau de la direction. La suite se déroule comme un séisme contenu. Monsieur Lambert exige une réunion immédiate avec l'ensemble du conseil médical. Il impose la présence d'Élise, docteur. Morel tente d'objecter, évoquant le protocole, l'éthique, le devoir de prudence. Mais Lambert coupe court. Cette femme a identifié ce que personne ici n'a été capable de voir. Si elle n'avait pas été là, ma fille serait déjà morte. Vous allez l'écouter. La salle de réunion est tendue, saturée de regards échangés, de silences lourds. Élise, debout face à une quinzaine de personnes, expose ce qu'elle a vu, ce qu'elle a lu, ce qu'elle a compris. Elle ne cite pas de théories hasardeuses, ne joue pas les savantes. Elle raconte simplement les faits.
les tremblements, les respirations irrégulières, les variations de température, le souvenir de Lambert concernant les fleurs, les analyses botaniques confirmées. Elle termine en silence, les yeux dans ceux du docteur Morel. Celui-ci reste immobile, puis, contre toute attente, il dépose son stylo sur la table. « J'autorise l'administration du traitement. » Un médecin proteste. Une autre lève la main, demande des conditions, un délai de vérification. Mais Morel tranche. « Nous n'avons plus le temps. La décision est prise. » Le protocole est lancé dans les heures qui suivent. Baptiste, le pharmacien, reçoit l'ordre de composer la solution à base d'anticholinergiques spécifiques. C'est lui qui fournit également les données historiques de traitements similaires. Il connaît Élise depuis longtemps. Il ne dit rien, mais lorsqu'il lui remet le flacon dans le couloir, il glisse simplement. « Tu as eu raison de t'accrocher. Camille est préparée. L'équipe médicale se mobilise. Les parents signent les documents légaux. Le service est placé en mode d'alerte maximale. Pendant ce temps, Élise se poste à l'extérieur de la chambre, observant à travers la vitre. Elle n'a pas été autorisée à participer directement à l'intervention, mais elle veille, comme toujours, comme depuis le premier jour. Au moment précis où le produit entre dans le système veineux de la fillette, un silence tombe dans toute l'unité. Même les machines semblent hésiter à faire entendre leur bip régulier. Le monde entier semble suspendu à ce fragile filet de science, d'instinct et de foi. Dans la salle d'attente, M. Lambert serre les poings. Les minutes s'étirent. 1 heure passe. Puis 2. L'état de Camille reste stable, ce qui est déjà en soi un progrès. Mais c'est seulement après 3 longues heures qu'un infirmier vient chercher Lambert. Il entre dans la chambre suivi par Élise. La fillette a bougé, un doigt, un clignement d'œil, un souffle plus profond. Le traitement commence à produire un effet, faible, mais perceptible. Une lumière, fragile, vient percer les ténèbres. Et au centre de ce miracle silencieux, une vérité s'impose à tous. Il a fallu que la voix d'une infirmière, ignorée, méprisée, bannie du cercle des experts, soit celle qui sauve. Lorsque les premiers signes d'amélioration de Camille furent constatés, le soulagement n'effaça pas la tension. Il ne fit que la déplacer. Une guerre silencieuse se déclencha alors dans les couloirs de l'hôpital, non plus contre la maladie, mais contre la vérité. Car si l'enfant avait commencé à réagir au traitement inspiré par les observations d'Élise, cela posait une question que personne n'osait encore formuler à haute voix. Pourquoi avait-il fallu tant de jours, tant d'erreurs, tant d'hésitations pour écouter celle qui n'avait pas le droit de parler? La direction hospitalière, sentant venir une vague d'interrogations, se réunit à huis clos. Le nom d'Élise circulait désormais dans toutes les discussions. Les médecins évitèrent son regard. Certains la saluaient brièvement, d'autres détournèrent les yeux. Quelques collègues l'approchaient timidement, lui glissant à l'oreille des mots d'encouragement, comme s'ils craignaient d'être vus en train de la soutenir. D'autres, plus hostiles, commençaient à la qualifier d'insubordonnée, insinuant qu'elle avait agi en dehors de son rôle, risqué la vie d'un enfant, enfreint les règles fondamentales de la hiérarchie médicale. Le chef du service, l'infirmier, reçut une note interne, exigeant une évaluation immédiate du comportement d'Élise. Officiellement, on parlait de manquement professionnel, prise d'initiative inappropriée, non-respect des protocoles de communication médicale. Derrière ces formules administratives se cachait une tentative à peine voilée de faire d'elle un exemple à ne pas suivre. Elle avait franchi la ligne et même si elle avait sauvé une vie, elle avait aussi dérangé l'ordre établi. Un matin, elle fut convoquée dans un bureau exigu, au rez-de-chaussée administratif. Elle y retrouva 2 cadres de la direction et un responsable des ressources humaines. Aucun ne prit la peine de la saluer correctement. « Infirmière Arnaud », commença la première femme d'un ton froid, « vous avez été signalée à plusieurs reprises pour avoir tenu des propos à caractère médical auprès des familles, pour avoir consulté des documents sans autorisation et pour avoir transmis des hypothèses diagnostiques sans validation hiérarchique. Confirmez-vous ces faits ?» Élise répondit sans baisser les yeux. « Je les confirme. Et j'ajoute que chacun de mes gestes avait pour seul but de sauver une enfant en danger de mort. » Un silence s'ensuivit. Le deuxième cadre, un homme aux cheveux gris soigneusement peignés, croisa les bras. « Vous ne contestez donc pas avoir outrepassé vos fonctions. Si vos fonctions excluent l'observation, la réflexion et l'instinct, alors oui, je les ai dépassées. Mais si elles incluent le soin, la vigilance, l'humanité, alors j'ai simplement fait mon travail.
La réponse laissa les membres du comité figés. Ils notèrent, murmurèrent entre eux, sans rien conclure. On lui annonça qu'un rapport serait transmis à la direction générale et qu'une décision administrative pourrait être prise à son encontre dans les jours à venir. Elle sortit du bureau sans trembler, mais une fois dans le couloir, elle s'arrêta un instant, dos contre le mur. Elle savait ce que cela signifiait. Ils ne pouvaient plus l'ignorer, alors ils tentèrent de l'effacer autrement, pas en niant son geste, mais en le décrétant illégitime, en l'enfermant dans les limites d'un organigramme conçu pour museler les voix silencieuses. Pendant ce temps, Camille poursuivait son lent rétablissement. Les doses du traitement étaient administrées avec précaution, ses constantes vitales reprenaient progressivement une allure normale. Les médecins parlaient encore de prudence, mais l'espoir renaissait, palpable, vibrant. Elle recommençait à bouger ses doigts, à cligner des yeux plus régulièrement. Par moments, elle semblait même percevoir des sons. Monsieur Lambert, toujours à ses côtés, notait chaque signe, chaque progression, avec une ferveur de plus en plus intense. Un soir, il demanda à voir Élise. Elle accepta de le retrouver discrètement, dans une petite salle de repos vide. Il lui tendit une enveloppe. « Ce sont les copies de tous les courriels que j'ai envoyés à la direction, aux médecins, à la presse. Ils savent ce que vous avez fait. Et ils savent que je ne me tairai pas. » Élise ouvrit l'enveloppe, lut quelques lignes. Il y parlait d'elle comme d'une héroïne silencieuse, d'une sentinelle oubliée. Il ne cherchait pas à la flatter. Il disait simplement la vérité. « Je ne veux rien, murmura-t-elle. Je ne cherche pas à être récompensée. »« Ce n'est pas une récompense, répondit-il. C'est une réparation. » Dans les jours qui suivirent, la tension monta d'un cran. Le comité éthique de l'hôpital fut saisi. Des journalistes commencèrent à s'intéresser à l'affaire, d'abord en cherchant des informations sur l'état de santé de Camille, puis en s'interrogeant sur la conduite de l'établissement. Élise fut approchée par un reporter local. Elle refusa de commenter. Elle ne voulait pas d'un scandale, seulement d'un changement. Mais le système, sentant sa façade se fissurer, resserrait ses murs. On lui retira certaines de ses responsabilités. On l'affecta à d'autres services, à des horaires décalés. On l'isola subtilement. Certains collègues lui tournèrent désormais le dos ouvertement. D'autres se taisaient, complices involontaires d'un ordre qu'ils n'avaient pas le courage de contester. Et pourtant, dans cet isolement croissant, Élise ne céda pas. Chaque soir, elle repassait voir Camille. Chaque matin, elle se présentait à l'heure, blouse propre, regard droit. Les murs pouvaient se refermer. Ils ne pourraient pas effacer ce qui avait été accompli. Ils ne pourraient pas réécrire les faits. L'enfant était vivante. Et elle, même en silence, continuerait de veiller. Le jour où les premiers mots de Camille furent prononcés, ils furent presque inaudibles. Un filet de voix, cassé, fragile, s'échappa de ses lèvres, à peine entr'ouvertes. Une infirmière, postée au pied du lit, crut d'abord à un souffle réflexe. Mais quand elle se pencha, elle entendit distinctement « Papa ». Ce mot minuscule mais gigantesque provoqua un frisson dans tout le service. L'information parvint rapidement à M. Lambert, qui accourut, les yeux pleins d'un espoir qu'il n'osait plus formuler. En la voyant bouger légèrement, la tête, esquisser un sourire invisible, il sut que sa fille revenait du gouffre. Le traitement fonctionnait. La nouvelle se répandit dans l'hôpital en quelques heures. Les soignants se passaient l'information à voix basse, certains avec soulagement, d'autres avec gêne. Car si Camille parlait à nouveau, si son état s'améliorait de manière constante, cela signifiait que le diagnostic d'Élise avait été juste depuis le début. Et avec cette vérité revenait la question dérangeante. Comment avait-elle pu voir ce que tous les autres avaient ignoré? Dans le laboratoire de toxicologie de l'hôpital, Baptiste, le pharmacien, recevait encore des données issues des échantillons envoyés depuis la propriété des Lambert. Il s'était investi avec une intensité peu commune dans ce dossier, non seulement parce qu'il connaissait Élise depuis de longues années, mais aussi parce qu'il sentait que cette histoire dépassait le cadre médical habituel. Il avait revu les classifications des plantes recensées sur le terrain, comparé les concentrations d'alcaloïdes détectées, examiné les effets cliniques signalés chez Camille. Tout concordait. Parmi les plantes identifiées, une attira particulièrement son attention, Datura mettel, une variété rare en France mais présente dans certains jardins sauvages du Sud. Moins connue que le Datura stramonium, elle possédait des caractéristiques similaires,
mais avec des effets plus diffus et retardés, surtout chez les enfants. Baptiste recoupa ces données avec d'anciens articles publiés dans des revues spécialisées. Il retrouva une étude menée en 1987 à Montpellier où un cas semblable avait été documenté. Même progression lente des symptômes, même confusion diagnostique, même profil de victime. Une fillette de 6 ans. Traitée à temps, elle avait survécu. Mais il fallut plus de 10 jours avant que les médecins ne comprennent ce qu'elle avait touché. Le soir même, Baptiste se rendit discrètement au service pédiatrique. Il trouva Élise assise seule, près d'une fenêtre donnant sur la cour intérieure. Elle contemplait la nuit sans rien dire. Il s'approcha et lui tendit une feuille imprimée. « J'ai retrouvé ça dans les archives. C'est exactement ce que tu as décrit. Il l'avait oublié. La plante, le cas, les symptômes. Tout. » Élise lut en silence, le cœur lourd de lucidité. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas un miracle. C'était de la mémoire, de l'expérience, de l'écoute. « Tu penses qu'ils vont l'admettre » demanda-t-elle la voix basse. « Pas tous, répondit Baptiste, mais certains ne pourront plus détourner les yeux. » Au même moment, Dr Morel recevait un rapport, détaillé de la commission éthique. Il le lut longuement sans dire un mot. Le document retraçait les décisions prises depuis l'arrivée de Camille, les erreurs, les hésitations, mais surtout la contribution décisive d'Élise. Il y était précisé que sans son intervention précoce, sans son insistance, sans sa mémoire d'un cas oublié, l'enfant n'aurait probablement pas survécu. Le ton du rapport restait mesuré, mais la conclusion était sans appel. La prise en compte du regard infirmier avait sauvé une vie. Ce rapport fut transmis à la direction, puis, dans un geste rare, communiqué à l'ensemble du corps médical. Certains refusèrent de le lire, d'autres le parcoururent rapidement. Mais pour ceux qui le prirent au sérieux, quelque chose changea. Une fissure dans la structure rigide des hiérarchies, une brèche dans la certitude des titres et des fonctions. Le lendemain, Élise fut convoquée par la direction une seconde fois. Mais cette fois, ce n'était pas pour la sanctionner. On lui remit une copie du rapport, accompagnée d'une lettre officielle exprimant des remerciements pour sa vigilance et son implication exceptionnelle. Le ton était formel, presque maladroit. On sentait la gêne derrière les mots choisis, avec prudence. Mais malgré tout, cela marquait un tournant. Élise lut la lettre, remercia puis sortit sans plus attendre. Elle ne cherchait pas à être applaudie. Elle voulait que ce qui s'était passé ne soit pas effacé, que la plante oubliée ne le soit plus, que les soignants se souviennent que le soin ne dépend pas du grade, mais du regard porté sur l'autre. Dans les jours suivants, Camille progressa rapidement. Elle recommença à parler, à bouger, à sourire. Les médecins ajustèrent le traitement avec prudence. L'équipe soignante, bien qu'encore divisée, fit preuve d'une attention nouvelle à son égard. La fillette redonnait de la lumière à ce service qui avait failli l'éteindre. Élise continua à travailler, avec la même constance, le même calme, mais quelque chose avait changé autour d'elle. Moins de regards fuyants, plus de silence respectueux. Un jeune interne, qui l'avait ignoré jusque-là, vint un jour lui demander conseil sur un cas difficile. Elle répondit sans amertume. Elle n'en voulait à personne. Elle savait que le changement ne venait jamais d'un seul geste, mais d'une répétition silencieuse d'actes justes. Et chaque soir, en quittant l'hôpital, elle passait devant le jardin minuscule à l'entrée où quelques plantes avaient été récemment plantées par les services techniques. Elle s'arrêtait une seconde, s'assurait d'un détail. Un jour, elle y vit un panneau discret. Ne touchez pas les fleurs sans les connaître. Un avertissement simple, mais pour elle un signe que quelque chose, enfin, avait été entendu. Le vendredi matin débuta dans une tension que même les murs de l'hôpital semblaient ressentir. Une gravité silencieuse enveloppait chaque geste, chaque parole. Camille avait franchi un cap médical, certes, mais sa situation demeurait fragile. Les médecins s'étaient mis d'accord sur la nécessité d'administrer une dose complémentaire du traitement anticholinergique, cette fois sous protocole renforcé, avec une surveillance continue. Tout devait être parfaitement calibré. Poids, réponse cardiaque, saturation en oxygène. Le moindre écart pouvait replonger l'enfant dans un coma profond, ou pire. Dès 6 heures du matin, Élise était déjà dans les couloirs, bien avant sa prise de service. Elle ne pouvait pas dormir. L'insomnie était devenue une compagne muette, peu exigeante, mais constante.
Son esprit tournait sans répit autour de Camille, du traitement, de l'attente, du silence de ceux qui savaient, mais n'agissaient pas toujours à temps. Elle s'était levée, avait relu ses notes une énième fois, puis était venue se poster près de l'unité de soins intensifs, observant le balai discret des infirmières, des médecins, des techniciens. Au centre de cette activité, Baptiste préparait la solution médicamenteuse. Ce matin-là, il avait renvoyé son adjoint et pris la tâche à sa charge. Il ne voulait aucune erreur. Les composants du traitement étaient rares, leur manipulation délicate. Il mesura, vérifia, recontrôla chaque flacon. À chaque étape, il repensait à cette nuit où Élise lui avait parlé pour la première fois du datura. Ce mot qu'il avait d'abord accueilli avec scepticisme, avant que les faits un à un ne confirment cette hypothèse devenue certitude. Vers 8h30, le mélange fut prêt. Une fiole transparente, contenue dans un coffret spécial, scellé, étiqueté avec le plus grand soin. Baptiste la remit à un médecin avec une solennité presque religieuse. Le transfert jusqu'au service de réanimation se fit sous escorte restreinte, mais attentive. Tous savaient que cette fiole représentait un tournant, pas seulement pour Camille, mais pour l'ensemble du personnel. Une validation scientifique, oui, mais aussi humaine, d'un chemin qu'il n'avait pas voulu emprunter plus tôt. Dans la salle où Camille reposait, les machines surveillaient en continu chaque paramètre vital. Les lumières étaient tamisées, les stores légèrement baissés. Le personnel médical était au complet, chacun à sa place, prêt à intervenir au moindre signal d'alerte. Élise, bien qu'encore tenue à l'écart officiellement, avait reçu l'autorisation exceptionnelle de rester dans la pièce, à condition de ne pas interférer. Elle accepta sans discuter. Elle ne voulait pas diriger. Elle voulait être là. Monsieur Lambert, quant à lui, restait debout derrière la vitre. Il avait refusé de quitter les lieux. Son visage portait les traces de jours sans repos, mais aussi d'une force nouvelle, nourrie par l'espoir. Depuis le jour où sa fille avait prononcé son nom, il n'avait plus quitté ce poste d'observation. Et ce matin, plus que jamais, il semblait prêt à affronter n'importe quelle nouvelle. À 9h précises, le médecin responsable donna l'instruction. L'injection débuta. Le produit pénétra lentement dans le cathéter central, se diffusant dans le sang de Camille. Une fois le geste accompli, la salle entière sembla retenir son souffle. Les machines bipaient à un rythme régulier. Les courbes restaient stables, mais tous savaient qu'il faudrait attendre. 1 heure passa, puis une autre. Au bout de la 3e heure, un changement apparut. Léger, presque imperceptible. La saturation d'oxygène augmenta de quelques points. Le rythme cardiaque, jusqu'alors hésitant, gagna en régularité. Élise, attentive, fut la première à remarquer un mouvement des lèvres. Elle s'approcha lentement, posa sa main sur celle de Camille. Un frisson parcourut les doigts de l'enfant. Un sursaut, puis les yeux s'ouvrirent. Pas complètement, mais suffisamment pour que le médecin s'approche à son tour. « Camille, tu m'entends » demanda-t-il doucement. La fillette ne parla pas, mais elle hocha la tête. Monsieur Lambert entra alors dans la salle, sans attendre qu'on l'y invite. Il s'agenouilla près du lit, les larmes aux yeux. Camille tourna le regard vers lui si lentement que le mouvement semblait irréel. Ses lèvres bougèrent. Un mot s'échappa. « Papa ». Ce mot-là fut la victoire. Les minutes suivantes furent floues, traversées d'émotions, de gestes flous, de voix tremblantes. Les médecins se regardèrent sans savoir quoi dire. Certains souriaient. D'autres restaient silencieux, bouleversés. Une infirmière fondit en larmes. Baptiste, prévenu par téléphone, resta figé devant son poste, les yeux brillants. Élise, elle, ne bougea pas. Elle resta assise, la main posée sur celle de Camille, le regard tranquille. Elle savait que ce moment resterait gravé dans chaque conscience présente. Et pourtant, au-delà de la joie, une autre tension montait, car ce qui venait de se passer remettait en cause bien plus qu'un diagnostic. Cela posait une question fondamentale. Combien d'enfants, combien de patients avaient été traités sans qu'on écoute ceux qui, comme Élise, voyaient autrement? Cette victoire était un rappel, un avertissement, une leçon. Dans les heures suivantes, la direction fut informée. Une conférence de presse fut évoquée. Certains commencèrent à préparer des éléments de langage, à choisir des mots prudents pour expliquer le succès sans admettre la faute. Mais M. Lambert, lui, n'attendit personne. Il fit rédiger un communiqué personnel qu'il transmit à plusieurs médias.
Dans ce texte, il racontait sans détour le rôle d'Élise. Il parlait d'elle comme d'une femme de courage, de rigueur, de cœur, une femme qui avait tenu bon quand tous doutaient. Il y ajouta une phrase simple: « Si ma fille vit, c'est grâce à elle ». Cette déclaration fit l'effet d'une onde de choc. Les premières demandes d'interview arrivèrent. Les journalistes se pressèrent devant l'hôpital. Les CH, chaînes locales, commencèrent à évoquer l'affaire Élise Arnaud, une infirmière qui avait vu ce que les autres n'avaient pas voulu voir, qui avait agi quand tout semblait perdu, qui, surtout, n'avait jamais cherché la lumière, mais qui désormais se trouvait au centre d'une vérité trop forte pour être ignorée. Et pendant que l'hôpital tentait de contrôler le récit, Élise continuait son travail, dans l'ombre, sans éclat, mais avec cette force tranquille que rien ne pourrait désormais effacer. Le samedi matin s'annonça avec une lumière différente, plus douce, plus haute dans le ciel. Dans le calme relatif de l'aube, l'hôpital semblait lui aussi respirer autrement, comme si un poids avait été déplacé, sinon enlevé. Camille dormait encore, mais ses constantes étaient stables, les signes vitaux solides. Elle avait reconnu son père, avait prononcé quelques mots. Les médecins parlaient désormais d'un pronostic favorable, chose qu'aucun d'entre eux n'aurait osé évoquer 2 jours plus tôt. Les couloirs semblaient portés par un souffle nouveau, bien qu'aucun membre du personnel n'ose encore parler d'espoir à voix haute. Mais ce qui était encore plus inattendu que la stabilisation de Camille, ce fut le retournement d'attitude du personnel envers Élise. Depuis des années, elle marchait dans ces mêmes couloirs sans qu'on la voie, sans qu'on l'écoute. Désormais, les regards s'attardaient. Certains médecins la saluaient franchement. Des internes lui adressaient des sourires hésitants. Une jeune aide-soignante lui tendit même un café, sans un mot, mais avec ce petit geste qui disait « On a vu, on sait ». Même si aucune reconnaissance officielle n'était encore formulée, quelque chose avait basculé. On ne parlait plus de l'infirmière invisible. On murmurait « C'est elle ». Dr Morel, quant à lui, restait silencieux. Il évitait Élise avec une maîtrise presque militaire, mais une chose trahissait sa position. Il ne cherchait plus à corriger le récit. Lors de la réunion du comité médical convoqué en urgence, il avait confirmé que le protocole mis en place à l'initiative indirecte d'Élise avait sauvé la vie de Camille. Il n'avait pas prononcé son nom avec chaleur, mais il n'avait plus nié. Pour un homme aussi fier, aussi rigide, c'était un aveu immense. Le service pédiatrique tout entier fut pris dans un tourbillon. Les journalistes postés devant. Les grilles de l'hôpital attendaient des déclarations. Le directeur tenta de temporiser, mais la pression devenait insoutenable. Le nom d'Élise avait été cité dans la presse régionale, puis repris par des chaînes nationales. Une infirmière sauve la fille d'un milliardaire grâce à son intuition. L'instinct du soin face à l'arrogance médicale. Les titres étaient parfois sensationnalistes, souvent approximatifs, mais tous convergeaient vers un fait incontestable. Quelqu'un qu'on n'avait pas voulu entendre avait changé le destin de l'hôpital. Monsieur Lambert, de son côté, ne cachait plus sa reconnaissance. Il multipliait les interventions, donnait des interviews, mais chaque fois, il recentrait le discours sur Élise. Il répétait inlassablement qu'elle avait été la première à voir ce que personne n'avait voulu voir, qu'elle avait persévéré malgré le mépris, qu'elle avait compris sa fille là où les diagnostics échouaient. Il s'exprima même sur une chaîne de télévision publique, les yeux humides, affirmant « Ma fille a été sauvée non par les titres, mais par l'écoute. » Et cette écoute avait le visage d'Élise Arnaud. Ce témoignage fit exploser la tension médiatique. Élise refusa les demandes d'interview. Elle restait concentrée sur son travail, sans chercher à devenir un symbole. Mais elle sentit que quelque chose lui échappait désormais. Elle était devenue, malgré elle, un point de bascule. Une figure de cette médecine qu'on disait humaine mais qu'on pratiquait souvent depuis des piédestaux. Elle représentait une fracture, un rappel brutal que les savoirs pratiques et l'expérience de terrain ne valent pas moins que les diplômes. Et puis, il y eut cette scène. Une matinée de dimanche, dans un couloir, Dr Morel sortait d'une salle de réunion. Élise passait par hasard, un plateau à la main. Le regard du médecin croisa le sien. Il s'arrêta un instant. Elle crut qu'il allait l'ignorer comme à son habitude. Mais il dit simplement « Je me suis trompé, 3 mots, rien d'autre ». Pas d'excuses, pas de justification. Mais pour Élise, c'était suffisant. Elle répondit par un hochement de tête, continua son chemin. Elle ne voulait pas l'humilier. Elle voulait que chacun apprenne. Dans les jours suivants,
Camille commença à s'alimenter doucement. Elle parlait avec des mots simples. Elle riait même parfois. Son père restait à ses côtés, mais le personnel médical avait désormais repris le relais. L'hôpital retrouvait un rythme normal, mais un murmure restait dans l'air. Quelque chose avait été brisé, puis réparé autrement. La direction, consciente qu'un retour à l'ordre habituel serait impossible, annonça une série de réunions destinées à revoir les procédures internes. La place du personnel infirmier dans les prises de décision cliniques fut remise à l'étude. On évoqua la création d'un comité pluridisciplinaire permanent où chaque voix, qu'elle vienne d'un médecin ou d'un aide-soignant, aurait le même droit à la parole. Des changements mineurs peut-être, mais porteurs d'une volonté réelle de transformation. Et Élise? Elle continua. Elle se levait à l'aube, arrivait toujours la première, partait souvent la dernière. Mais désormais, ses pas n'étaient plus solitaires. Dans les couloirs, on l'interpellait par son prénom. On lui demandait son avis. On écoutait. Elle n'était plus une ombre parmi les blouses. Elle était devenue une référence discrète, une mémoire vivante. Un soir, en quittant le service, elle trouva dans son casier une enveloppe. À l'intérieur, une carte faite à la main. Des dessins d'enfants, maladroits mais joyeux. Au dos, une écriture irrégulière. « Merci de m'avoir sauvé. » Signé Camille. Ce fut le seul moment où Élise pleura. Pas de fatigue, pas de frustration, mais de gratitude. Non pas pour la reconnaissance, mais parce que cet enfant, contre tout, vivait. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour changer un monde. Ce lundi matin-là, l'hôpital de Lyon ne ressemblait plus tout à fait à celui que connaissait Élise. L'ambiance avait changé. Ce n'était pas seulement le retour progressif de Camille à une vie normale qui adoucissait les tensions. C'était plus profond. Il y avait comme une énergie nouvelle, un éveil discret des consciences. Depuis que le nom d'Élise Arnaud s'était répandu dans les couloirs et au-delà des murs de l'établissement, le personnel, autrefois figé dans une routine rigide, semblait prêt à écouter autrement. Même les murs, jadis muets aux appels de la nuance, semblaient avoir entendu quelque chose. Et pourtant, Élise restait fidèle à elle-même. Elle n'avait pas changé ses habitudes. Toujours la première arrivée, toujours en blouse impeccable, toujours attentive aux gestes silencieux et aux regards perdus. Mais ce matin-là, une note inattendue l'attendait dans son casier. Elle portait l'entête officielle de la direction de l'hôpital. Un pli cacheté, plus formel qu'un simple mot de service. Elle l'ouvrit sans empressement, presque avec méfiance. À l'intérieur, une convocation. 1 heure plus tard, elle se présenta au bureau du directeur général. À sa surprise, elle ne fut pas accueillie par une seule personne, mais par un groupe restreint. Le directeur, le chef du personnel, un représentant du conseil d'administration et M. Lambert lui-même. Ce dernier se leva dès qu'elle entra, lui tendit la main avec un respect visible. Le directeur l'invita à s'asseoir. « Infirmière Arnaud, commença-t-il, vous savez que votre implication dans le cas de Camille Lambert a dépassé les attentes. Vous avez agi avec un professionnalisme et une humanité remarquables, bien au-delà de ce que l'on attend de vos fonctions. C'est pour cela que nous avons pris une décision importante. » Élise ne bougea pas. Elle attendait. Elle n'aimait ni les louanges, ni les surprises administratives. Elle se méfiait des mots trop bien polis. Le conseil d'administration, poursuivit le directeur, a voté à l'unanimité votre nomination au poste de coordinatrice de l'équipe infirmière de l'hôpital. Vous serez en charge non seulement de la gestion quotidienne, mais également du développement de nouveaux protocoles d'observation clinique, incluant l'apport des infirmiers dans l'analyse des cas médicaux complexes. Élise resta silencieuse quelques secondes. Elle savait ce que cela représentait. Ce n'était pas seulement une promotion, c'était une reconnaissance publique, officielle, de son rôle dans la transformation de l'hôpital. C'était aussi une immense responsabilité. Mais elle accepta sans théâtralité. « Merci, dit-elle simplement. J'accepte, à condition que cela ne soit pas qu'un titre. Je veux que cette place serve à entendre ceux qui, comme moi, n'étaient pas écoutés. » Le directeur hocha la tête. Monsieur Lambert prit alors la parole. « Ce n'est qu'un début, Élise. Comme je vous l'ai promis, j'ai décidé de financer un programme national dédié à la formation et à la reconnaissance des compétences infirmières dans les diagnostics précoces. Le projet portera votre nom. Il sera déployé dans plusieurs hôpitaux publics dès l'année prochaine. » Cette fois, Élise ne répondit pas tout de suite. Elle était touchée,
mais également lucide. Ce genre d'initiative pouvait changer des vies, mais seulement si elle restait ancrée dans le réel, dans le soin, dans l'attention quotidienne portée à ceux que l'on oublie trop facilement. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de sa nomination fut annoncée à l'ensemble du personnel. Le service pédiatrique organisa une petite réunion sans protocole. Des collègues, certains avec qui elle n'avait presque jamais échangé, vinrent la féliciter. On sentait dans leurs gestes un respect nouveau, non feint. Des internes demandèrent à assister à ces futures réunions. Les aides-soignants la saluèrent avec un sourire sincère. Il n'y avait ni triomphalisme ni cérémonie, juste la sensation que quelque chose s'était aligné. Enfin, Camille, elle, poursuivait sa convalescence. Elle mangeait seule, s'habillait avec de l'aide, posait des questions sur tout. Sa curiosité était intacte, sa mémoire aussi. Un jour, elle demanda à revoir la dame qui m'a tenu la main quand j'étais très fatigué. Élise, prévenue, accepta. Elle entra dans la chambre, sourit à la petite, s'assit près d'elle. « Tu te souviens de moi ? Tu es la gentille dame, dit Camille, celle qui me racontait des choses même quand je ne pouvais pas parler. » Élise hocha la tête. Elle caressa doucement la joue de l'enfant. Ce moment valait tous les discours du monde. Un soir, alors qu'elle classait des dossiers dans son nouveau bureau, Élise reçut un appel. C'était un ancien collègue d'une autre ville. Il avait entendu parler de l'affaire. Il lui demanda conseil sur un cas complexe impliquant un jeune garçon présentant des symptômes neurologiques sans cause apparente. Pour la première fois, Élise comprit que ce qu'elle avait déclenché allait au-delà de Camille, au-delà de l'hôpital. Sa voix, si longtemps ignorée, devenait une ressource, un écho. Ce soir-là, elle marcha seule jusqu'à l'arrêt de tramway. Le ciel était clair, l'air vif. Elle ne portait plus seulement une blouse. Elle portait une mémoire, une promesse. Elle pensait à toutes les Élises encore invisibles, dans d'autres hôpitaux, dans d'autres villes. Et elle savait avec une certitude paisible que désormais elles auraient une chance d'être entendues. Des mois avaient repassé depuis l'événement qui avait bouleversé l'hôpital de Lyon. Le nom d'Élise Arnaud n'était plus seulement connu dans les couloirs du centre hospitalier, mais aussi dans les cercles médicaux, dans les conférences, sur la santé publique, dans les universités de formation infirmière. Elle était devenue, malgré elle, un symbole discret mais puissant. Non pas celui de la révolte ou de la confrontation, mais celui de la rigueur, de la persévérance silencieuse et de la voix longtemps étouffée qui avait fini par se faire entendre. Le programme national de valorisation de l'expertise infirmière, financé par M. Lambert, avait été lancé officiellement à Paris en présence du ministère de la Santé. Élise y avait été invitée à prendre la parole. Elle avait d'abord refusé, puis, après réflexion, avait accepté d'écrire un discours qu'elle lut elle-même, les mains légèrement tremblantes, mais le regard assuré. Elle parla de son parcours non pas comme une ascension, mais comme une longue marche à travers les silences. Elle évoqua Camille, sans pathos, avec tendresse. Elle rappela l'importance de l'écoute, de l'attention aux détails, de la reconnaissance, des savoirs dits mineurs, mais essentiels à la pratique du soin. À la fin de son intervention, la salle se leva. Pas en applaudissements frénétiques, mais en reconnaissance sincère. Dans son hôpital, Élise avait pris pleinement ses fonctions de coordinatrice. Elle avait restructuré les équipes, instauré des réunions interdisciplinaires hebdomadaires, où chaque infirmier, chaque aide-soignant, chaque agent d'entretien pouvait exprimer un doute, une observation, une idée. Elle avait mis en place un carnet de veille clinique partagé, inspiré de ses propres carnets de notes, permettant de consigner des signes précoces, des comportements atypiques, des éléments hors cadre. Très vite, plusieurs diagnostics précoces furent posés grâce à cette méthode, sauvant des heures précieuses pour les patients. Mais au-delà des chiffres et des procédures, ce qui avait changé, c'était le regard, celui que portaient les uns sur les autres. Le respect n'était plus réservé aux fonctions. Il se gagnait par l'attention, par l'implication, par la présence. Un interne de première année, après une garde difficile, confia un jour à Élise « Je ne comprenais pas ce que vous faisiez. Maintenant, je regarde autrement. » Et cette simple phrase résumait mieux que tout le reste la transformation silencieuse qui s'était opérée. Camille, elle, avait repris l'école. Elle envoyait régulièrement des dessins à Élise. Des maisons, des fleurs, des mains, et souvent une silhouette en blouse blanche avec des cheveux attachés. Un jour, elle lui envoya un petit cahier,
relié par son père, contenant une série de dessins qu'elle appelait « Mon rêve quand je dormais longtemps ». Élise le reçut un soir de novembre, après une journée chargée. Elle le lut lentement, page après page. Il n'y avait pas de mots scientifiques, pas de précision clinique, juste des images, un monde flou, des couleurs, et au centre, toujours, une présence lumineuse. Elle comprit alors que, même inconsciente, la petite l'avait senti là. Un matin, Élise fut invitée à intervenir dans une université de médecine. Devant un amphithéâtre rempli de futurs soignants, elle expliqua la différence entre entendre et écouter. Elle ne parla pas de réforme, de budget, de théorie. Elle parla d'un doigt qui tremble, d'une respiration qui ralentit, d'un regard qui fuit. Elle expliqua que le soin commence bien avant la prescription, qu'il naît du silence, de l'observation, du lien. Les étudiants, d'abord sceptiques, finirent par la questionner, par lui demander ses carnets, par l'écouter vraiment. Ce jour-là, elle sentit que ce qu'elle avait vécu ne serait pas oublié. 1 an après le drame évité de justesse, l'hôpital de Lyon organisa une journée de témoignages sur la coopération médicale. Camille, accompagnée de son père, y assista. Elle monta sur scène timidement, serra la main d'Élise sous les flashs des photographes, et dans un geste spontané, elle tendit à la salle un dessin. Un arbre immense, aux racines profondes. Sur ses branches, les noms de ceux qui l'avaient aidé. Au centre, entre 2 feuilles, un petit rectangle sur lequel était inscrit « Élise, celle qui m'a entendu quand je ne parlais pas ». Ce jour-là, pour la première fois, Élise fut applaudie à son arrivée à l'hôpital. Pas comme une célébrité, mais comme une figure familière qu'on reconnaît enfin à sa juste valeur. Elle traversa le hall principal, salua les agents d'entretien, les standardistes, les brancardiers. Elle monta jusqu'au service pédiatrique, consulta les tableaux de garde, assista à la réunion clinique. Rien n'avait changé dans son engagement, mais tout avait changé autour d'elle. Ce soir-là, en sortant, elle passa une dernière fois devant le petit jardin à l'entrée, là où des mois auparavant, un panneau avait été planté. Ne touchez pas les fleurs sans les connaître. Elle s'arrêta, le relut, et elle sut que cette phrase résumait tout ce qu'elle avait appris, tout ce qu'elle avait transmis. La prudence, le regard, l'écoute, le soin, le vrai. Car une voix qu'on n'écoute pas peut mourir dans le silence, mais une voix qui se fait enfin entendre peut guérir ce que personne ne croyait possible.